Donc, c'est le premier épisode d'une nouvelle série d'interviews sur l'entrepreneuriat au Sénégal qu'on produit avec Umgold et qu'on a appelé Let's Growth, parce qu'on va parler de croissance. Et donc, pour présenter le concept, c'est des échanges avec des entrepreneurs et des entrepreneuses sénégalais, sénégalaises. Et donc, dans chaque épisode, on va tourner autour d'un thème spécifique lié au parcours de l'invité. Et l'objectif, c'est de mettre en lumière les réflexions qui accompagnent son succès et celui de sa boîte. Et la finalité, c'est d'inspirer les entrepreneurs et les start-upers qui veulent du coup se lancer ou accélérer leur croissance. Donc voilà, chaque épisode, on va le structurer d'une manière similaire. Finalement, on va présenter le parcours de l'invité, son entreprise. S'en suivra une analyse, une rétrospective sur les facteurs de son succès, et ensuite on parlera donc de sa vision de l'entrepreneuriat au Sénégal. Et donc pour le premier épisode, on a le plaisir de recevoir Bambalo, qui est CEO et fondateur de PAPS. Et donc voilà, avec toi Bamba, on a choisi de parler d'un sujet très général au départ pour dégrossir, qui est entreprendre et réussir au Sénégal. Donc Bamba, je te laisse, c'est à toi, je te laisse te présenter et présenter PAPS peut-être en une minute. Enfin. Ok, merci beaucoup Clément. Donc c'est avec plaisir qu'on va partager pendant cette petite demi-heure. Donc moi, effectivement, je m'appelle Bambalo, je suis le cofondateur de PAPS, une start-up qui évolue dans le transport et la logistique depuis bientôt 4 ans, basée à Dakar et basée à Ouagadougou, au Burkina Faso. On est spécialiste du last mile, en fait, c'est notre cœur de métier, on a commencé par ça. Et aujourd'hui, on propose un peu plus de variété dans nos prestations, puisqu'on propose des prestations qui vont donc de l'entreposage jusqu'à la livraison d'un kilomètre, tout en étant monitoré grâce à une technologie qui nous permet de savoir ce qui se passe sur le terrain en temps réel, de remonter la bonne information à nos clients et surtout de faire en sorte que nos agents soient là où il faut qu'ils soient en temps et en heure. Voilà pour ma présentation. Ok, bah, cool. Et du coup, PAPS, ça fait un petit moment que ça a été lancé. L'idée, elle t'est venue comment finalement de lancer cette entreprise? L'idée, elle est venue de l'expérience en fait. Moi, avant PAPS, j'avais un centre d'appel ici au Sénégal. En fait, j'avais lancé un centre d'appel en France. Ensuite, je l'ai étendu au Sénégal. En l'étendant au Sénégal, j'ai prospecté le marché local et j'ai commencé à bosser avec des opérateurs téléphoniques. Et l'un d'entre eux nous a mandaté pour faire de la vente d'abonnements via téléphone. Donc, on vendait les abonnements. Et on avait un petit problème. On se rendait compte que quand j'appelle Clément achète mon abonnement et c'est génial. Seulement, la contrainte que je lui impose, c'est qu'il doit se déplacer en agence pour récupérer son abonnement. Et en fait, ça a cassé tout le parcours parce que l'idée même, c'était de vendre à distance. Donc, c'est ce qu'on faisait au téléphone, mais on n'y allait pas jusqu'au bout. Donc, à partir de ce moment-là, on a regardé ce qui se faisait en termes de livraison. On a commencé à bosser avec des sociétés locales. Donc, j'ai bossé avec 3 sociétés, dont une qui existe toujours. Et donc, ils s'occupaient de livrer pour nous à nos clients. C'est de là, en fait, qu'est venu le besoin d'internaliser notre livraison parce qu'on était sur une prestation qu'on voulait vraiment nickel. Il y a des délais à respecter. Voilà, c'était vraiment très, très contraignant pour les sociétés à l'époque. Et donc, on s'est dit, bon, on va internaliser parce qu'on est trop compliqué. Et, ce qu'on veut faire, ça vaut peut-être pas le prix qui nous est proposé par les prestataires actuels. On a internalisé et à partir de ce moment-là, on a vu, en fait, on a compris ce métier, on l'a vu. Et surtout, les clients ont commencé à nous demander d'autres choses. Donc, un client pour lequel on va livrer un nouveau SIM plan super avantageux, on arrive chez lui, il nous envoie ensuite récupérer un nouveau smartphone parce que son smartphone ne prend pas de puce. Ou alors, on arrive un dimanche soir, il a rien fait à manger et il nous envoie aller lui acheter quelque chose à manger. De fil en aiguille, on a commencé à faire différents types de prestations autour de ce qu'on faisait. Et c'est là où, quelques mois après, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse un truc en fait. Tu vois. Ouais. Et c'est de là où tout a commencé. Ok, ouais, donc c'est vrai que chaque chose chaque nouvelle prestation en tout cas qui était proposée, ça répondait vraiment à une problématique que tu avais constatée au niveau local. Ouais. Et ouais, c'était vraiment pour répondre à ça que vous lanciez. Exactement. C'est ça. Ouais. Au départ, nous, c'était vraiment, on doit vendre de l'abonnement téléphonique, le cycle de vente doit se faire à distance jusqu'à l'encaissement.
Et donc, à ce moment-là, on doit livrer, tu vois. Et c'était évident. Donc, une fois que tu commences à livrer, tu te rends compte que voilà, c'est pas si structuré que ça. Le marché, il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de niches qui ne sont pas adressées. Bon, il y avait un truc à faire. Et au même moment, tu as Deliveroo qui lève 235 millions d'euros. Tu as Foodora, etc., Uber Eats qui se lance. Et tu te dis, ouais, peut-être qu'il y a une nouvelle tendance mondiale là et que la livraison, elle revient. Parce qu'on a eu deux vagues de livraison. Si on n'oublie pas, il y a eu la première vague avec les Allo Resto, les Chrono Resto, etc. Ouais, exactement. Et donc, nous, on a eu ici Hello Food au Sénégal qui faisait à peu près la même chose. Donc, ça, c'est les premières sociétés un peu qui vont livrer du service aux particuliers. Et après, tu as la seconde vague. Et là, la seconde vague, elle vient avec les VC, quoi. Donc, il y a beaucoup d'argent. On veut tout aller récupérer. Et c'est dans cette vague-là que nous, on a surfé et on s'est inspiré beaucoup de ce qui se faisait en Europe, aux États-Unis, etc. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en réadaptant toujours sur le marché local, qui est vraiment, vraiment important. Exactement. Ouais, d'accord. Et du coup, comment tu as vécu en fait les premières années, les premiers moments de la création de la boîte? C'est vrai que c'est arrivé, ça date un petit peu maintenant, et c'était tout nouveau finalement, le monde de la startup au Ouais, Sénégal. ouais. Là, c'était tout nouveau. Moi, je me rappelle quand nous on commençait, il y avait Wikari qui était là. Ouais, Quelques années avant, je les avais déjà, tu vois, on se fréquentait déjà quand j'avais mon centre d'appel. Après, il y avait le CETIC où il y avait beaucoup de startups, beaucoup d'initiatives, tu vois, des sociétés comme Byfeeling qui commençaient à être des grosses agences, etc. Donc, il y avait quelque chose. Maintenant, c'était rien comparé à ce que c'est aujourd'hui, effectivement. C'était dur, mais en même temps, quand tu as vu, en fait, et la chance que j'ai eue, je pense, c'est de voir. Moi, j'ai toujours bossé dans les startups, tu vois. J'ai commencé à bosser dans une startup, dans deux startups finalement en France. Ensuite, j'ai bossé dans les startups, ouais, toujours en France, au Canada un petit peu aussi. Et finalement, le comparatif que j'avais, il était de me dire, OK, peut-être qu'on est dans un environnement qui sera similaire aux pays, aux grosses puissances il y a quelques années. Et donc, en gros, ces opportunités-là, c'est des opportunités qu'on doit prendre maintenant, nous. Et on peut s'attendre à des succès au moins équivalents par rapport à la démographie, la jeunesse sur le continent, la chaleur, et toi. Beaucoup de choses qui font que c'est un continent où il y a du potentiel. bah ouais. Et ouais, d'ailleurs, pour toi, c'est quoi le principal facteur de succès de Paps aujourd'hui? C'est l'équipe. Moi, bah, tu vois, c'est très relatif, mais ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe qui est autonome, qui gère les sujets jusqu'au bout et qui est là pour ses clients. Après, le second sujet, c'est qu'effectivement, on a des clients qui sont avec nous depuis le début de PAPS. Donc, ça fait 4 ans, ce sont les mêmes clients. Excuse-moi une seconde, je ferme la porte. Okay. Tu vois, donc, depuis 4 ans, tu as les mêmes clients qui sont là, qui te font confiance. Et pour certains d'entre eux, effectivement, on a même revu les tarifs à la hausse parce qu'on on a mal vendu au départ. Ces gens sont toujours là. Donc, ça aussi, c'est une très grosse fierté. Et ensuite, la dernière, mais non moins importante, c'est le fait qu'on emploie des centaines de gens au Sénégal et que ces gens-là gagnent bien leur vie. Ça, ouais. C'est le plus grand succès, tu vois. Aujourd'hui, un papseur, il gagne 5 fois plus que n'importe quel coursier qui travaille ici dans n'importe quelle boîte, tu vois. Okay. Et ça, c'est juste parce que, entre guillemets, tu vois, c'est un terme un peu bizarre parce que c'est très politique et très scolaire, mais il y a un partage des richesses, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que finalement, comment tu arrives à les payer à ce tarif? Est-ce que toi, tu décides de faire moins de marge ou alors est-ce que justement, enfin, tu as la possibilité de les payer plus? Comment ça se passe finalement? Non, C'est vrai que c'est c'est ça. En fait, effectivement, on décide de faire moins de marge par rapport à nos concurrents, tu vois. Voilà. On décide de faire moins de marge et on décide de parier sur le volume. On est une start-up. Qu'est-ce qu'on veut? On veut du volume, on veut de la croissance. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas avoir 10 clients qui vont nous rapporter 1 million chacun. On veut avoir 100 clients qui vont nous rapporter 1000 francs chacun, tu vois. Et là, on est content. C'est quelque chose comme ça, en fait. Donc, c'est plutôt un partage qu'on a avec nos agents et on construit ensemble. Et donc, eux aussi, si tu regardes
le taux de rotation qui existe sur nos métiers, on a des gens qui sont relativement attachés à notre marque et attachés à la boîte. Ok. Bah ouais. Mais du coup, ouais, ça crée une différence avec la concurrence. Je pense qu'il y a Totalement. d'autres. C'est quoi les autres, ce qui fait la diff avec ta concurrence, justement? Les concurrences, principalement, je pense, c'est la technologie, en fait, l'outil qu'on a. Tu vas sur mes concurrents directs, soit ils n'ont pas ou peu d'outils, tu vois. Ok. Et l'ADN technologique, il n'est pas forcément chez eux, il est externe. Donc, c'est une agence qui vient, qui fait, mais en fait, il n'y a pas de… Les autres avec lesquels on pense qu'il y a un ADN technologique, tu te rends compte que leurs outils, il n'y a pas de mise à jour depuis 2018, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas de développement. En fait, ça évolue pas, en fait. Hein. C'est des produits un peu étagères comme ça. Aujourd'hui, on a, tu vois, la moitié des salariés de PAPS, c'est de l'informatique, tu vois. Donc, Ok. c'est de Ouais, vous êtes l'informatique, c'est des vraiment développeurs, c'est du produit, ouais. c'est pas pareil, tu vois. Donc, effectivement, on anticipe beaucoup sur la chaîne de valeur logistique. Donc, ce qu'on suit, c'est Ok. quelle valeur on peut avoir sur la chaîne de valeur logistique. Mhm. Après, je pense que le fait qu'on ait une position un peu de pionnier dans l'utilisation de la technologie pour la logistique aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, ça pousse nos concurrents effectivement à regarder un peu ce qu'on fait et malheureusement, c'est un peu ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, tu vois. Ce qu'il faut faire, c'est ce que dit le client, tu vois. Et c'est ça qu'il faut essayer de construire. Ouais, Euh, et, vraiment et centré sur le ça, client. voilà, tu vois, je pense qu'il y a de tout ça. Après, les ressources humaines, la qualité des ressources humaines, la qualité du recrutement, le type de profil qu'on va avoir. Effectivement, on a commencé avec des profils très jeunes à l'époque. On a de la chance, beaucoup d'entre eux ont pu apprendre et puis on a pris beaucoup de consultants, etc., pour former aussi et faire grandir notre équipe. Ok. Aujourd'hui, on recrute plus de profils seniors, mais au début, voilà, aujourd'hui, ce qu'on a dans l'équipe capitalise quand même pas mal d'expérience. Tu en as plein qui ont commencé coursier, quoi, et qui se sont retrouvés là. Notre assistant RH, par exemple, j'aime bien prendre ton exemple, il a commencé coursier. C'est l'un des premiers coursiers de PAPS. Aujourd'hui, il est assistant RH et puis il gère des sujets hyper sensibles. Tu vois. Il a pu évoluer, ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ouais, donc vous avez su vraiment mettre l'accent et donner de l'importance à chaque élément Oui, oui, c'est ça. Chaque membre de l'équipe PAPS sait qu'il est important pour la structure. Il sait également qu'il n'est pas indispensable, mais il sait, tu vois, qu'il est vraiment important pour la structure. Ouais. Ouais. Et Ok. je pense que l'autre truc aussi qui est dur, mais qu'il faut en tout cas avoir en startup, c'est pas de compromis. C'est bon ou c'est pas bon, en fait. En tout cas, à nos stades, tu vois, il n'y a pas de c'est bon, mais non. Soit la fonction, en tout cas le poste qu'on a ouvert est un poste qui est important, qui est pertinent, donc qui reste ouvert. La personne qui est dessus remplit les fonctions et est performante et s'épanouit en tant qu'être humain, tu vois, sur son poste. C'est très bien. Si c'est pas le cas, il faut vite arrêter, quoi. Tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est vrai que les ressources humaines sont vraiment la richesse de l'entreprise et ils C'est font la quand même clé. une grosse partie de son succès. C'est vrai que sans ça, C'est la clé. ouais. Après, il y a ça, et puis il y a tout ce que tu crées pour avoir ces ressources humaines. Donc, tu vois, nous, on a beaucoup travaillé sur notre mission, on a beaucoup travaillé sur nos valeurs. Quand je dis on a beaucoup travaillé, c'est des jours et des jours de brainstorm. Tu vois, c'est pas oui, c'est bien, ça sonne bien. Non, c'est des vrais sujets. Qui est-ce qu'on veut attirer? Pourquoi est-ce qu'on veut attirer ce type de personnes-là? On a beaucoup travaillé sur nos personas clients. Voilà, on a travaillé sur tous les sujets-là. On est en train de tout casser au niveau des data pour construire notre plan stratégique. Et c'est celui sur lequel on va aller lever des fonds. Mais voilà, tu vois, il y a des vrais travaux de fonds qui sont faits. Ok. Ouais, d'ailleurs, justement, pour repartir sur la question de base, au final, comment tu as démarré finalement, avec quels moyens finalement au départ tu t'es lancé, parce que tu as dû, tu es passé par plusieurs étapes, tu as levé à un moment donné, Ouais. passé financièrement en tout cas au début. Au début, comment ça s'est passé? Au début, ça s'est passé très simplement. Je me suis dit, je commence le plus simplement possible. Donc, on a créé une page Facebook et c'est tout ce qu'on avait pendant genre 4 mois. Tu vois, pas de scooter, pas de local, pas de rien. Une page Facebook, that's it. Ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que cette page Facebook est capable d'attirer de l'attraction, tu vois. Est-ce que les posts qu'on va poster vont être assez intéressants pour que les gens s'y intéressent? Est-ce que la promotion et la gratuité qu'on va offrir, est-ce que les gens ils vont la prendre? Et donc, c'est ce qu'on a fait.
Donc, on payait en fait. Hein. Donc, tu vois, moi, j'ai 10 000, 15 000. Je paye 10 000, 15 000, trois gars pendant 2 heures de temps et ils vont aller m'envoyer du tract partout. De la même manière, j'ai accès à tel grand groupe. Je me souviens, on rentrait chez Orange par tous les moyens. Ça, c'est vraiment par tous les moyens. Donc, on réussissait à rentrer chez Orange. On avait un sac de flyers comme ça. Une fois qu'on était rentré, on faisait tous les étages, tous les bureaux, tu vois. Et les gens devenaient fous parce qu'ils disaient, mais comment ça se fait qu'eux peuvent rentrer ici, ils n'ont pas de badge, ils n'ont rien. Mais on voulait saisir toutes les opportunités et faire en sorte qu'on parle de nous, que ce soit bien sûr en bien, mais qu'on parle de nous, tu vois. Et donc, on a fait ça, on a créé un tournoi. On a fait, tu vois, ça tombait notre lancement quelques semaines après avec la Coupe d'Afrique. On a lancé la CAN des startups. Okay. Donc, la CAN des startups, c'est un tournoi de foot. On est parti, on a négocié, on a payé 0 francs pour le tournoi. En même temps, on a fait payer 0 francs à tout le monde. Et on a invité toutes les startups et on leur a dit, voilà les gars, jouons tous, chacun avec son équipe corporate, etc. On fait un bon petit tournoi et on va tous se connaître. C'était une belle occasion pour nous de nous faire connaître. On a eu de la radio qui a relayé, on a eu un peu de télé, tu vois. On a eu beaucoup d'articles. Là, si tu tapes CAN des startups Sénégal, tu verras plein de choses. Et ça nous a permis de nous faire connaître. Donc, nous, le premier but, c'était on n'a rien encore, on veut de l'attraction, on veut se faire connaître. Et ensuite, bingo, tu as Orange qui nous appelle. Oui, on cherche un backup parce que notre prestataire actuel n'est pas capable de s'occuper de toutes nos prestations. Bah, OK, bien sûr, on peut le faire. Tu vois, toujours avec zéro scooter. Et dès qu'on avait des demandes, on les faisait, mais en transport en commun. Tu vois, ouais, et en Ça, transport en commun. vraiment démarrer de zéro sans rien. En Bootstrap. fait, pas besoin Bootstrap. d'argent. Il faut juste valider l'intérêt du marché avec Ah. Facebook, avec des flyers, faire parler de soi, parce que finalement, c'est vrai que c'est celui qui parle le plus aussi, qui se fait le plus voir, qui gagne au final. Et ensuite, ouais, alors que vous faisiez pas vraiment, vous aviez Ouais. pas encore vraiment lancé l'activité, quoi. Non, on n'avait qu'une page Facebook, quoi. Voilà, une page qui était assez bien, tu vois, qui était très active, etc. J'étais derrière en direct, toujours à regarder ce qui peut être sympa et c'est quoi l'actualité, comment on peut être pertinent. Voilà, après, à un moment donné, on a vu que le volume d'Orange commençait à augmenter et là, il a fallu commencer à acheter. Donc, on a acheté à l'époque un scooter. On avait un gars et ce seul gars bossait. Ensuite, on a fait le concours Orange Innovation. On l'a gagné. Et puis là, on s'est dit, bon, bah, écoutez, je pense que c'est le moment d'être sérieux. Et après, on est parti à la recherche de business angel. On a eu un premier business angel qui a investi 15 millions. Et puis voilà, c'était parti, tu vois. Ça permettait de lancer l'activité, de se prendre un petit local et d'y aller. Mais le truc, c'est que moi, PAPS, ça vient après avoir craché mon centre d'appel. Donc, je n'ai pas forcément d'économie, tu vois. Je n'ai pas la possibilité en vrai d'entreprendre. Et j'ai repris un nouveau poste, tu vois. Je me suis dit, allez, je vais prendre un poste, j'arrête l'entrepreneuriat. Je suis parti me chercher un poste de directeur commercial. J'étais super cool, j'étais à Paris, j'étais bien payé, en bon appart, etc. C'était super bien. Mais ce que je n'avais pas écouté, en fait, c'était que j'avais pris le virus de l'entrepreneuriat. Et ça y est, en fait, j'étais un entrepreneur. Et ça m'a permis de m'en rendre compte, tu vois. Ouais, tu pouvais plus travailler pour quelqu'un d'autre. Là, tu devais absolument lancer ce truc-là. Et finalement, même sans rien, tu as pu le faire. Après, tu disais que tu avais levé 15 millions. Comment ça s'est passé en fait? Comment tu as pu lever ça finalement? C'était à quel moment? Comment ça s'est passé? C'est simple, c'est que quand j'étais en France, toujours, à bosser sur mon poste, j'ai réfléchi, j'ai commencé à bosser sur un petit concept de startup studio à la base. À la base, je voulais faire un startup studio. Donc, j'avais plusieurs idées. J'avais des idées dans le touristique, j'avais des idées dans le transport, de la logistique, j'avais des idées dans la gestion de l'aménagement la gestion, pardon, des déchets, etc. Et donc, toutes mes idées, je les ai un peu structurées dans un document. Et je me suis dit, OK, moi, je vais aller sur un studio, je vais faire mon truc et je vais chercher des investisseurs. Donc, je suis parti sur cette base-là. Et les gens avec lesquels je discutais, qui n'ont pas forcément investi à cette période-là, ont continué à me suivre, tu vois. Et le fait d'avoir lancé quelque chose et d'être allé et que même qu'ils commencent à voir qu'il y a une petite traction derrière, ça les a rassurés et ils se sont dit, bah, écoute, moi, j'ai envie d'accompagner ce gars et je vais voir comment ça se passe, quoi. Et donc, ça s'est passé comme ça. Donc, en gros, c'est un PowerPoint un peu pourri qui m'a permis de lever ces premiers 15 millions. Mais
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le truc, en fait, c'est pas la forme en tant que telle, tu vois. Mhm. Mais ça C'est c'était plutôt, en après fait, avoir lancé la page Facebook et avoir fait un petit peu de démarchage sur le terrain. C'était après ça. c'est ça, exactement. Et en plus, moi, après quelques années, je demandais à mon business angel, qui est aujourd'hui un de mes amis, je dis, mais pourquoi tu as investi en fait? Et il m'a dit, parce que j'étais certain que tu n'allais jamais abandonner, que tu allais aller à fond dans ce truc. Et en Ouais. fait, je pense que c'est ça que veut sentir un investisseur. Il veut pas sentir un gars qui gagne ses 3 000 euros, ses 2 millions dans son poste et qui se dit, ouais, j'ai un projet et j'ai besoin d'investisseurs pour quitter mon job. Non, il veut sortir quelqu'un qui va y aller à fond, que lui investisse ou pas, qui va y aller à fond et qui va réussir à réaliser son rêve, tu vois. Mm. Et je pense que c'est ça qu'il a ressenti aussi. Ouais. Après, ça, c'était en quelle année ça? C'était Ça, on est en 2016. ouais, en 2016, hein, c'est ça. Ça, c'est vrai que ça a un petit peu Euh, bougé depuis. Tu penses que, que ça pourrait toujours se produire de la ouais. même manière aujourd'hui? C'est vrai que là, on a de plus en plus Aujourd'hui, c'est bon, moi arriver. franchement, je vais pas faire le mec le puriste, tu vois. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop facile parce qu'aujourd'hui, tu as des institutions comme l'ADER au Sénégal qui sont là et qui investissent dans les boîtes. C'est bien qu'on ait l'ADER parce que l'entrepreneuriat, finalement, c'est plus facile. Après, est-ce que ça crée des entrepreneurs? Je ne suis pas sûr, tu vois. Est-ce que ça permet à des gens de tester l'entrepreneuriat tout en faisant leur job? Oui, ça permet. Mais maintenant, est-ce que c'est eux qui vont réellement créer de l'emploi et réellement créer? Je ne suis pas sûr. Moi, j'aurais été à la tête de l'ADER. Je pense que j'aurais fait beaucoup de choses qu'ils font aujourd'hui, comme ils le font, mais il y aurait pas mal de choses que j'aurais fait différemment, et notamment dans le choix en fait, de mes investissements. Tu vois, je pense que je serais plus allé sur essayer de créer des vrais champions plutôt que d'essayer d'investir dans tout un secteur ou dans toute une industrie, tu vois. Je prends mon secteur, la logistique, quasiment tous les acteurs qui sont ici, l'ADER a investi chez eux. C'est bien, mais en fait, ça tue la notion d'investissement, en fait, tout ça, tu vois. Ça devient de la subvention. Et la subvention, ça n'a jamais aidé à créer des vraies boîtes. Par contre, que l'ADER fasse en sorte qu'elle parie sur un de mes concurrents, par exemple, tu vois, et qu'elle se dise que ce concurrent-là, j'ai envie d'en faire la plus grosse boîte logistique d'Afrique de l'Ouest, ça, pour moi, ça a du sens. Et derrière, c'est peut-être cette boîte-là qui va venir nous racheter demain, ou j'en sais rien, tu vois, parce qu'on sera obligé de vendre. Mais ça, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que d'aller dans une démarche de masse et d'investir de cette manière. Bon, on n'a pas forcément toujours notre mot à dire là-dessus, parce qu'on ne consulte pas forcément, tu vois. Mais à mon avis, il devrait plus s'inspirer de ce que font les VC. Je pense que ça pourrait nous permettre de tous être meilleurs, tu vois. Ouais, Parce ok. que si tu regardes bien, moi je parle avec certains VC qui te disent ouais, si tu as certaines structures dans ta cap table, c'est pas évident de lever après. Les due diligence qui sont faites par certaines boîtes ne sont pas les mêmes entre VC, entre fonds étatiques, etc. Donc, le fonds étatique, c'est beaucoup plus light. Là, tu viens t'arriver devant un VC, bah, tu as l'air un peu ridicule quand tu connais pas tes données, tu vois. Or, c'est des choses qui t'ont permis de lever avant. Donc, c'est légitime pour ton entrepreneur. C'est juste ça, tu vois. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant, quoi, en gros. Et que c'est dommage parce que ça ne pousse pas à l'apprentissage. Ça ne pousse pas à vraiment rechercher à grandir rapidement et rechercher à tout maîtriser. C'est un peu dommage. Ouais, d'accord. Bon, c'est vrai que c'est quand même une bonne Ouais. chose. Ouais, ok. Et du coup, comment, après ça, pour parler de ton expérience, tu as accompagné ta croissance finalement? Parce que tu as eu ça, c'était le premier coup de fouet finalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après cette première levée? Ouais, après cette première levée, j'ai fait une seconde levée de fonds avec c'était en 2018, genre un an après, avec un fonds sénégalais qui s'appelle M&A Ventures de 50 millions. Donc, on était parti sur 50 millions. Finalement, on ne l'a pas fait, ça ne s'est pas closé. On n'a pas réussi à s'entendre et c'était la bagarre pendant toute la relation. Et donc, au final, ils sont ressortis. Ouais, on les a ressortis. Et puis, on a racheté leur part un an après. Et aujourd'hui, on a un fonds américain, un fonds français et un family office et ça se passe hyper bien. Je pense parce qu'ils sont très exigeants, parce qu'ils s'y connaissent sur le continent. Ils ont déjà accompagné des grosses boîtes, tu vois,
Andela, Sokowatch, Max AB. Donc, ils ont de belles références. Africrea, tu vois, de belles boîtes, Camtar et tout ça. Et en gros, aujourd'hui, ça se passe hyper bien. Et donc, on bosse vraiment bien ensemble. Je pense qu'on a beaucoup progressé depuis qu'on bosse avec eux. Mais on a également beaucoup progressé aux côtés d'incubateurs ou d'accélérateurs. Et celui qui nous a fait le plus progresser, c'est Google Launchpad, en fait. Tu vois. Ça, là, on a vraiment, vraiment beaucoup appris. Ça a vraiment redéfini notre manière de penser le business et notre manière de voir notre société. Et également Alibaba qui nous a beaucoup apporté. C'est ça, tu vois. Donc, il y a un mix de savoir s'entourer des bons investisseurs et essayer de pouvoir intégrer ces accélérateurs qui peuvent paraître prestigieux parce qu'ils ont un nom un peu pompeux et tout. Mais en fait, au final, tu peux avoir quand même de la vraie expérience là-bas avec des vrais bons mentors qui te permettent de grandir très rapidement. Et ça, c'est très appréciable. Ok, parce qu'ils vous ont du coup, quelles sont les clés que tu as pu apprendre là-bas finalement? Waouh, j'ai appris trop de choses, mais tu vois, si je dois te résumer quelques petites choses. Un, aligner la mission de l'entreprise day to day à tous les employés. En gros, notre mission, c'est d'aider les flottes indépendantes à grandir et les organisations à réduire leurs coûts à travers une logistique intelligente. Une fois que tu as dit ça, comment tu fais pour que ton gars au service client, il soit au service de cette mission tous les jours? Comment tu fais pour que ton dispatcher qui voit des colis toute la journée, il pense à ça tous les jours? Bah ça, tu as un modèle de management qui s'appelle les OKR qu'on a mis en place et qui nous permet de manager, en tout cas de rattacher toutes les actions qui sont faites à la mission et derrière de faire en sorte que chacun contribue à la réalisation de cette mission. La seconde des choses, en fait, chez Google, on a vraiment disséqué notre business, disséqué nos clients, disséqué notre business model. Une fois qu'on a tout disséqué, on a analysé en détail, tu vois, ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, etc. Donc, en gros, cette analyse-là profonde du business, tu vois, je te parlais du plan stratégique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on le refait encore cette année. Pourtant, on l'a bien fait l'année dernière. C'est ça. C'est pour toujours se séparer des poids, tu vois, des boulets un peu trop lourds, là, des offres qui servent à rien pour rester sur là où on a de la valeur ou alors les remplacer par des offres où on a de la valeur. Après, la création de produits. Donc, vraiment développer un produit avec une bonne méthodologie, mais la vraie méthodologie agile, avec le vrai design thinking, tu vois. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris là-bas. Et au début, en fait, ça n'a même pas été lourd. En fait, c'est comme, tu sais, c'est comme un verre d'eau, quoi. Tu sais, tu fais 12 km, 12 km, tu n'as pas bu d'eau, tu as un bon verre d'eau. C'est ça, en fait, l'effet. Du coup, aujourd'hui, je trouve qu'on est bien organisé, tu vois. Il nous reste des parties sur lesquelles on doit encore investir. Là, on est en plein recrutement pour un Head of Finance. On est en plein recrutement pour un Head of Engineering. Donc, voilà les deux gros postes de management qui doivent nous rejoindre. On vient de voter de l'equity pour les salariés, etc. Donc, tu vois, on est maintenant dans l'organisation d'une belle boîte, world class. Et ça, on l'a appris chez eux aussi. On serait resté au Sénégal, je pense qu'on penserait que ouais, c'est trop bien. Et parce que c'est ça l'atmosphère ambiante. Bah, on a vu aussi dernièrement que tu avais lié un partenariat avec l'Expat Dakar. Oui. Et ça, tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est vrai que c'est super. On est hyper content parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Donc, depuis le début, en fait, on pense à ça. On se dit, le jour où les gens qui achètent et qui vendent sur Expat Dakar seront capables de délivrer, ce sera plus facile pour eux, tu vois. Et deux, celui qui réussit à faire ça, il aura beaucoup de volume. Donc, on a vu 3 CEO qui sont passés, on a vu différentes équipes. Mais là, on a eu le visionnaire, en fait, tu vois, le gars qui voit qu'en fait, ce qu'il fait aujourd'hui avec l'annonce, c'est bien, mais c'est souvent complémentaire à l'e-commerce et que toutes ces personnes qui sont chez lui font également de l'e-commerce sur d'autres plateformes ou même sur leur propre plateforme et sont habitués à le faire et ont besoin en fait de solutions, tu vois, ou d'attractivité pour qu'ils restent sur sa plateforme et qui propose et qui poste, tu vois. Donc, nous, depuis longtemps, on avait développé une API. Donc, l'idée, c'est de dire, si notre API, on peut la mettre sur votre site Internet, tout se fait automatiquement et la livraison peut être traquée, elle peut être suivie, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc là, on commence, on est en pilote encore.
Mais le but du jeu, c'est de faire en sorte que toute personne qui est cliente ou qui veut en tout cas acheter quelque chose sur Expat puisse se faire livrer facilement, sans se prendre la tête, partout au Sénégal. Et puis voilà, à des tarifs bien sûr très compétitifs. Tu vois. Ouais. C'est vraiment top. Ça répond encore une fois à un vrai besoin. Ouais, C'est quelque chose qui manquait. Donc là, c'est… c'est ça. Et tu vois, moi, je discutais avec un gars qui connaît des mecs du Bon Coin. J'étais en France l'année dernière. Je voyais à la télé le Bon Coin livre maintenant. Donc, je me suis dit, ouais, c'est bien. Et tu vois, ça m'a validé un peu cette idée qu'on avait, ce flair de dire, les sites d'annonce, le futur du site d'annonce, c'est oui, rester de l'annonce, ne pas rentrer dans la transaction de son client, mais par contre, lui faciliter son parcours en lui proposant des modalités de paiement, en lui proposant, tu vois, moi, je verrais bien demain un site d'annonce qui me dit, je m'associe à une microfinance parce que mon client qui achète des ordinateurs ou des frigos, je veux qu'il puisse les payer en 4 fois. C'est ça le sens en tout cas qu'on voit, nous, à cette évolution. Et j'espère que ça arrivera à ça parce que c'est le consommateur final qui gagnera. Ouais. Bah voilà, c'est encore une nouvelle idée qui peut être très prometteuse. Et du coup, bah, pour parler de l'entrepreneuriat plus général, toi, au-delà de ce que tu as vécu finalement en entreprenant au Sénégal, ça peut être quoi les freins pour entreprendre au Sénégal? Les freins, Ouais. bon, le premier frein, c'est la peur et l'appréhension, tu vois. La peur et l'appréhension, c'est tout ça. Les gens appréhendent beaucoup. Les gens appréhendent l'entrepreneuriat et les gens appréhendent le succès. C'est-à-dire que, tu sais, nous, lorsqu'on a commencé, la première des choses qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir tous les entrepreneurs qui étaient ici. On voit des messages, créer un petit réseau, comment on se voit. Tous les jeudis, je crois, on se voyait, ou les mercredis. On n'a pas fait beaucoup de sessions, mais voilà, j'ai impulsé ça. Ensuite, faire un tournoi de foot, essayer de rassembler les gens, etc. Ensuite, faire une keynote, ramener tout l'écosystème, faire nos anniversaires, ramener tout l'écosystème. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. C'est une aventure humaine. Donc, en gros, c'est une grande fête. Et comment on fait pour avoir un maximum de monde avec lesquels on va s'entendre? Si on s'entend, on pourra peut-être bosser ensemble, tu vois. Moi, c'est ma logique et c'est comme ça que j'aime entreprendre. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas appréhender. Le second des points qui est important, je pense qu'il faut avoir du culot. Parce qu'au départ, bien sûr que ton produit, il est un peu nul, tu vois. Au départ, bien sûr que ton pricing, il n'est pas bon. Bien sûr que ta presse, elle n'est pas bonne. Ton logo, ce n'est pas le bon. Tout ça, c'est vrai. Mais en fait, on s'en fiche. Ce n'est pas ça qui détermine la personne ou l'entrepreneur. Ça, ce sont finalement les moyens que tu as pour communiquer, pour vendre. Et je trouve qu'on a tendance à vouloir avoir le produit fini ou le truc parfait avant de pouvoir se lancer. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où on pense qu'on peut apporter de la valeur, il faut vendre. Il faut essayer de discuter avec un maximum de clients. L'autre truc qui peut être intéressant également, c'est quoi? C'est de s'éduquer, tu vois. Moi, je me suis beaucoup éduqué pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits, à podcasts, vidéos, formations. Tu vois, tout le contenu que tu peux trouver, en fait. Parce que une fois que tu commences à être entrepreneur, en tout cas, tant que tu n'as pas un board, tu n'as pas de feedback. Et pour avoir un board, il faut que tu aies des investisseurs. Ça veut dire que tous les feedbacks que tu as, ça peut être des faux feedbacks, quoi. Tu vois, et malheureusement, il faut que tu puisses grandir et apprendre rapidement. Donc, c'est ça, c'est la formation. Et le dernier, c'est le network. C'est le plus important, mais c'est le dernier. C'est je vois Clément, je trouve que ce qu'il fait, c'est super, bah, je le contacte. Je vais essayer d'en savoir plus, je vais essayer de lui parler, etc. Et les choses se font que comme ça. Donc, l'ego, il faut, je pense, vraiment le mettre de côté. Aller contacter les gens avec beaucoup d'humilité. Et puis, les gens sont sympas. Tu vois, les gens, foncièrement, ne sont pas mauvais. Donc, voilà. Moi, c'est ça les conseils que je pourrais donner. Ouais, c'est exactement ça. Super. Et du coup, tu parlais de formation, etc. Tu as eu des mentors, finalement, des gens qui t'ont vraiment inspiré? Ouais. Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein, mais tu vois, en fait, c'est tous les succès qu'on voit. C'est tous les succès qu'on voit. Ça commence par quoi? Ça commence par Steve Jobs, bien évidemment. Tu vois. Après, on a, moi, dans l'entrepreneuriat français aussi, il y a beaucoup de gars. Des gars qui ne sont pas forcément connus, mais un mec comme Olivier de Puymorin, tu pourras regarder Olivier de Puymorin, c'est le fondateur de Arcana. Un gars hyper fort, hyper bon. J'ai bossé pour lui, donc j'ai beaucoup appris de lui aussi. Et de comment il voit le business, comment il structure les choses. Donc ça, c'est
ça, c'était vraiment bien. Après, comment ça s'appelle, les mecs de Airbnb, tu vois, Brian Chesky, etc. Beaucoup d'inspiration. Jeff Bezos, évidemment. Tim Ferriss, un peu, parce que finalement, c'est plus un écrivain Oui. entrepreneur, tu vois. Mais un peu à un moment donné, tu vois, ouais. Oussama Hamar, tu vois, The Family. Moi, je fréquente beaucoup The Family. Alice, etc. J'allais beaucoup là-bas. On a même organisé un meet-up ici à Dakar avec eux. On n'a pas fait finalement parce qu'il n'y avait pas assez de monde à l'époque. Mais ouais, tu vois, c'est tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et qui est dans le partage de contenu. Ça, j'adore. Et je pense que, de toute façon, tu verras, hein, tous les entrepreneurs sont passionnés. Et donc, à un moment donné, l'auditeur aussi qui va nous regarder, il est forcément passionné s'il nous regarde. Et voilà, il faut qu'il continue à se documenter parce qu'on ne finit jamais, tu vois. Ouais, hier, je regardais un autre truc, je ne me rappelle même plus de son nom, mais c'est le fondateur de Mind Valley qui expliquait en fait comment débloquer le potentiel de son cerveau. Donc là, tu vois, tu passes par l'entrepreneuriat, après tu arrives souvent à des sujets qui touchent à la psychologie, tu veux en savoir plus sur les gens avec lesquels tu travailles, parce que ton management, tu veux qu'ils soient un petit peu plus aiguisés. Et ensuite, tu rentres dans la psychologie, etc., le comportement des gens, le comportement des sociétés. Et c'est ça, en fait. Ça qui est beau, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as différents stades et différents stages auxquels tu dois évoluer. Et en tant qu'entrepreneur, le truc qu'il faut toujours être sûr de pouvoir faire, c'est de se transformer à chaque phase de ta société pour arriver à être le gars qui doit être là, en fait. Parce que tu peux être le gars qui est là au début, mais il suffit d'avoir passé 2-3 ans dans la boîte, de commencer à avoir un petit peu de chiffre d'affaires, un petit peu d'effectif pour ne plus être la bonne personne sur le poste. Et ça, c'est bon, en tout cas, si on le refuse, il faut se former pour pouvoir être la bonne personne. Yes. Ok. Voilà. Bon, super cool. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment des excellents conseils. Et, merci à toi. D'ailleurs, bah voilà, pour tout le monde, vous pouvez tous retrouver Bamba sur LinkedIn en personne et suivre Paps et sur LinkedIn et Facebook. Et du coup, voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Dans les jours à venir, on va proposer des nouveaux épisodes. Et si vous voulez qu'on parle de sujets en particulier qui vous intéressent, dites-le moi en message privé ou en commentaire. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, j'accepte tout le monde. Et donc, je partagerai les annonces des prochaines vidéos. Et franchement, en tout cas, merci Bamba encore. Merci Clément, c'était super. Belle initiative. J'ai hâte de voir les autres épisodes et les autres entrepreneurs. Ouais, bon, c'est en tout cas, merci pour ton temps. Ouais, c'était vraiment très cool. Merci. Bye bye.